Salut la team, salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Show Foot. Nous allons parler, comme vous le savez, de la Coupe d'Afrique des Nations, les faits marquants de cette première journée. Nous allons commencer tout de suite à parler du match d'ouverture, Cameroun-Burkina Faso. Le Cameroun qui a réussi à se sortir du piège burkinabé, non sans mal, en commençant par une victoire 2-1. Mais cette victoire est un petit peu entachée par deux pénaltys. Le Cameroun a réussi à s'imposer dans cette partie grâce à deux pénaltys que mon acolyte que je vais saluer aujourd'hui va un peu vous décortiquer. Déjà, comment tu vas mon gars, Chris? Très bien. Bah écoute, tout se passe bien, on est là, on est posé, on a bossé, on va voir ce que ça donne. Bon, t'avais l'air un peu perplexe concernant la victoire du Cameroun. Est-ce que tu penses que c'est un arbitrage? Tout de suite, je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce que tu penses que c'est un arbitrage maison? Non, l'arbitrage n'y est pour rien. Il y a eu deux pénaltys qui ont été normalement sifflés par l'arbitre, mais voilà quoi. Et voilà, et l'arbitre il a fait son boulot comme il faut. C'est juste l'équipe, les deux équipes d'ailleurs n'ont rien proposé d'intéressant. Pour le Cameroun, c'est encore plus décevant parce que voilà, il y avait le public, le peuple qui était là, le président qui était là. On sait déjà que voilà, c'est quelqu'un qui se fait rarement voir, mais là il était là, il était présent. Tous les membres importants étaient là, et puis dans le jeu, c'était pas séduisant du tout. Donc heureusement qu'on a eu les deux pénaltys, sinon on aurait fini par un but de la part du Burkina. Mais est-ce que les joueurs ne se sont pas mis un peu trop de pression? On sait que les matchs d'ouverture, il y a beaucoup de charges émotionnelles qui envahissent les joueurs, en sachant que les conditions quand même, pour la plupart des joueurs qui évoluent en Europe depuis un bon moment, est-ce qu'ils ont été un peu surpris par l'ampleur de l'événement, par l'émotion, etc. Est-ce qu'on peut mettre ça sur le coup de l'émotion? Non, c'est trop facile, hein. C'est trop facile, puisque ils sont pas, je pense qu'ils y sont pas à leur première CAN, peut-être mis à part Mominga Maleu et même pas. Jean-Charles Castelletto, non, il n'a pas joué d'ailleurs. Non. Peu de novices en Oui, voilà, très peu de novices. Les gars, ils connaissent la CAN. Après, que ce soit celle qui se joue au Cameroun, qu'on comprenne que voilà, c'est peut-être parce que ça se joue à la maison que c'est un peu problématique. Mais aussi, ils sont pas à leur premier match international à la maison. Le Burkina, ils les connaissent, ils se connaissent. Non, tout simplement, ils étaient très faibles, c'est tout. On retient les 3 points. On va retenir que les 3 points pour cette équipe du Cameroun qui, malgré tout, a réussi à gagner le match d'ouverture, ce qui n'est jamais facile. Deuxième fait marquant de cette première journée, et non sans les moindres, c'est le match nul de l'Algérie face à une valeureuse, mais moins talentueuse, beaucoup moins talentueuse équipe de Sierra Leone. On a entendu l'entraîneur un peu s'agacer sur le banc, en conférence de presse. On a entendu beaucoup de joueurs se plaindre des conditions climatiques, des conditions du terrain. L'Algérie, tenant du titre, 34 matchs invaincus, qui est en passe de battre le record de l'Italie en tant que pays invaincu. Ça fait tâche quand même, non? Ils ont soulevé les conditions climatiques, il fait beaucoup trop chaud. En Algérie, il y a un désert en Algérie, il fait chaud. Donc ça, c'est déjà c'est première excuse pas acceptable du tout. Hein. Les gars, ils sont pas gérés, ils ont pas pris l'adversaire au sérieux. Ils se sont dit, Sierra Leone, c'est qui Sierra Leone? Ah, je connais pas, tu connais pas, non plus. Allez hop, ils sont allés, ils ont pris ça à la légère, et puis basta, voilà. C'est ce qui s'est passé, tout simplement. Est-ce que tu penses que ce nul va un peu amoindrir cette équipe algérienne sur le plan psychologique, ne serait-ce que par rapport à l'impact qu'ils avaient sur les équipes adverses, sur les autres prétendants au titre, les autres favoris, parce que c'était vraiment l'ogre de cette compétition. L'Algérie était vue comme l'équipe qui va marcher sur la compétition. Est-ce que ce match nul ne les rend pas un peu plus abordables, un peu plus humains? Non, là tout simplement ils ont compris que avec ça, il n'y a plus de crédibilité maintenant, il n'y a plus personne qui aura peur. Il n'y a plus personne. C'est soit ils reprennent les choses en main et puis ils redeviennent la puissance de frappe qu'ils sont,
soit ils continuent de se dire que ça va être tranquille parce que voilà, on est de très loin la meilleure équipe, tu connais. Mais en fait, non, rien du tout, on ne connaît pas. Donc un conseil pour cette équipe d'Algérie, ne pas chercher d'excuses. Si clairement l'équipe d'Algérie joue à son niveau, elle sera difficile à battre. Mais si les Algériens commencent à... On connaît tous les conditions en Afrique subsaharienne, les conditions climatiques, les conditions des terrains. L'Algérie ne vient pas en terre inconnue. C'est pas comme si la Finlande est invitée dans une Coupe d'Afrique et découvre tout ça. Exactement. Donc un conseil pour l'Algérie pour terminer. C'est la CAN, c'est pas la Ligue des Champions. Vous connaissez la CAN, vous savez à quoi vous attendre. Le climat, les pelouses, vous connaissez les hôtels, c'est pas des 4 étoiles ni des 5 étoiles. Voilà, il n'y a pas de guide Michelin ici, vous êtes venu jouer au foot et puis basta. Khalas, comme il dit votre coach. Khalas, c'est le mot de la fin. On va passer à un sujet, à une rubrique beaucoup plus footballistique d'un point de vue vraiment de la compétition. On va parler de cette équipe du Nigeria, qui pour ma part, c'est un avis personnel, je ne sais pas si vous partagez, mettez-le en commentaire, a été l'équipe la plus séduisante de cette première journée. Le Nigeria qui était face à l'Égypte. L'Égypte, on le rappelle, 7 fois championne d'Afrique avec un joueur stratosphérique comme Mohamed Salah. C'est vrai que le terrain était de bonne augure, mais cette équipe nigérienne nous a donné une impression de puissance, de maîtrise, que ce soit individuelle et collective, et s'imposer logiquement avec en plus en prime le but, un des plus beaux buts de la compétition pour l'instant, sur les 12 buts inscrits. Le Nigeria prétendant sérieux à la victoire finale, ou c'est juste le premier match et on ne peut pas s'enflammer? Non, avec ce qu'ils ont montré, prétendant très très sérieux. Très très sérieux, ça veut dire qu'il va falloir aller les bousculer pour qu'ils redescendent d'un nuage qu'ils n'ont pas encore pris. Mais en tout cas, sur les jeux, sur les faits importants, ils ont un très beau football. Et ça se ressent par rapport à leur victoire. Elle est méritée, elle n'est pas volée. En tout cas, on verra si le Nigeria confirme sa très 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 belle prestation face à l'Égypte. Et on saura à ce moment-là si c'est pas l'Égypte qui était en dessous, ou si c'est le Nigeria qui a clairement élevé son niveau de jeu. Mais pour ce qui est de cette première journée, c'est l'équipe qui nous a clairement fait la meilleure impression. Très clairement, oui. Bon, pour clôturer cette émission, on était obligé de parler des deux moments les plus surréalistes, les plus... je ne sais même pas comment qualifier tellement on a été abasourdi par les événements. On va d'abord commencer par l'hymne national de la Mauritanie qui n'a pas réussi à être joué correctement. Au bout de plusieurs tentatives, on est d'accord, non? Franchement, oui. Au bout de plusieurs tentatives, ouais. Il s'avère qu'ils n'ont pas réussi à trouver la cassette ou la clé USB ou le YouTube, je ne sais pas comment le dire, mais c'était un peu malaisant, c'était un peu gênant. Et pour une équipe comme la Mauritanie qui n'a pas l'habitude de discuter la Coupe d'Afrique, je pense que c'est un moment qui est quand même solennel, c'est un moment important dans une carrière de footballeur. Et avoir été volé, ce moment qu'on leur a volé, je trouve ça dommage. Donc je trouve que le résultat il peut aussi dépendre de ce genre de moments, parce que c'est des moments qui galvanisent une équipe, qui galvanisent tout un pays. Et je trouve que c'était un événement assez grave. Qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça, toi? Dans quel état d'esprit tu étais? Si c'était ton pays, comment tu allais réagir? Clairement de l'humiliation, parce que non, honnêtement, en tant que footballeur, la chose qui nous donne encore plus de mordant. T'es footballeur, toi? Non, en tant que footballeur, justement, c'est ça que bref, en tant que footballeur, la chose qui nous donne vraiment du mordant avant d'aller sur le terrain, c'est cet hymne national. Cet hymne national qui est une partie de cohésion aussi avec le public, parce que les joueurs chantent l'hymne national à l'unisson, mais aussi les supporters la chantent en même temps, tous ensemble. Donc ça, c'est vraiment un moment privilégié qui leur a été volé, et ça, c'est pas du tout acceptable. Et je pense qu'en plus de ça, il n'y a pas que les joueurs et le staff qui ont été volés. Je pense que c'est un moment où le peuple entier, que ce soit la diaspora ou que ce soit les Mauritaniens en Mauritanie, ils attendent ce moment, parce que nous, étant Camerounais, je sais que quand il y a l'hymne national du Cameroun, on se lève, on chante et ça nous procure des émotions extraordinaires. Donc pour une nation comme la Mauritanie, comme je vais me répéter, qui n'a pas l'habitude de discuter ce genre de compétition,
c'était vraiment un moment de détresse et on a vu dans les yeux de ces joueurs-là que vraiment ils vivaient un moment difficile, un moment délicat. Il a fallu se remettre dans le bain pour discuter la rencontre dans les meilleures conditions. Donc je pense que c'était pas la meilleure façon de préparer la rencontre. Non, c'était pas la meilleure façon de la débuter. C'était très gênant. C'est un événement qui peut friser un incident diplomatique. Hein. On peut le faire. Ça ne m'étonnerait même pas que l'ambassadeur ou le président a appelé au Cameroun pour dire. C'est quoi ça, l'humiliation 2.0? Comment ça se passe? Bon, fallait bien qu'on aborde le sujet. Hein. Oui, on va pas se voler la face. Quand les choses se passent bien, il faut le dire. Mais quand les choses se passent mal, on a le devoir aussi d'aborder ce genre de sujet. On va parler de l'arbitrage du match Tunisie-Mali. Je pense que dans les annales du football, dans l'histoire du football, on n'avait jamais assisté à une telle mascarade. J'ai envie de dire une mascarade. C'est une scène surréaliste. Il peut y avoir diverses raisons, mais là on va s'attarder sur les faits. On ne va pas rentrer sur le domaine politique ou je ne sais quoi, mais ce match-là, c'était un match clairement, c'était un match catastrophique de la part de l'arbitre. Qui, je rappelle les faits. Hein. Tunisie-Mali, 1-0 pour le Mali. L'arbitre de la rencontre arrête la partie à la 85e minute en pensant que c'est la fin du match. En amont, à la 80e, il annonce 5 minutes de temps additionnel. Donc il y a un décalage de 10 minutes entre son chrono et le chrono affiché, le chrono normal de tout le monde. Donc après quelques réflexions, l'arbitre décide de relancer le match. Maintenant que tout le monde pense que le match va arriver au terme des 90 minutes plus quelques minutes de temps additionnel, on se rend compte qu'à la 89e minute, l'arbitre décide encore d'arrêter la partie et de finir le match. En sachant qu'il y a un penalty raté entre les deux par Wabi Kazri, l'attaquant tunisien. Donc il y a eu plusieurs hypothèses qui ont été évoquées. Certains ont crié à la corruption, d'autres ont crié à une insolation de l'arbitre parce que c'est le commissaire, hein, le commissaire de l'arbitrage de la CAF qui a dit que l'arbitre a subi une insolation, donc il n'était pas dans son état normal. Parce qu'il y a eu la VAR, il n'a pas regardé la VAR où il fallait, il s'est trompé, etc., etc. Mais par rapport à ce fait marquant, un fait aussi marquant qui ternit l'image de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations, quel est ton sentiment toi en tant que spectateur, en tant qu'observateur du football? Non, en tant qu'observateur du football, en tant que spectateur, c'est une dévalorisation de la plus grande compétition que notre continent puisse connaître. Honnêtement, en tant qu'Africain, on ne demande qu'une seule chose, c'est de voir notre football devenir encore plus en plus important, prendre une place prépondérante au sein de la société, au sein de toutes les autres compétitions, qu'on soit à un niveau à peu près égal ou similaire des autres. Quand on a des joueurs qu'on refuse de libérer pour retrouver leur sélection, parce qu'on sous-estime notre compétition, c'est aussi par rapport à d'événements comme celui-ci. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Bah écoute, on t'avait bien dit de ne pas y aller, bah maintenant tu vois ce qui se passe, un arbitre qui siffle avant, mais non, ça se fait pas. Honnêtement, c'est quelque chose qui, non seulement, ça nous touche intérieurement, personnellement, mais surtout, c'est entaché, ça va pas nous quitter d'aussi tôt. Tu penses que c'est une manière de donner à manger à tous ces clubs qui refusent de libérer les joueurs, tous ces clubs qui sont un peu réfractaires à l'idée que leurs joueurs aillent jouer sur des champs de patates, entre guillemets, avec des arbitrages un peu maison, etc., etc. Est-ce que tu penses que par rapport à la compétition, par rapport à l'Afrique, par rapport à l'image du joueur africain, ça peut ternir l'image et ça peut être difficile pour ces joueurs-là d'aller jouer dans la compétition continentale avec leur sélection nationale? C'est un manque de crédibilité totale. Là, à ce moment-ci, les clubs sont en train de se frotter. Je sais pas, moi, Watford avec Ismaël Assar, ils sont juste en train de lui tapoter l'épaule en lui disant « Ouais, tu vois ce qu'on t'avait dit, tu vois, imagine, regarde, nous on a besoin de toi. » Mais non, des trucs comme ça. Et en soi, ce n'est même pas l'arbitre qu'il faut blâmer parce que au-dessus, il y a une fédération qui est là. Bon. Avant de rentrer dans cette polémique-là, je sais qu'il y a deux hypothèses qui s'affrontent. Il y a ceux qui parlent de la thèse du complot clairement parce que on sait que politiquement, la FIFA souhaite organiser une CAN tous les 4 ans, mais une Coupe du Monde tous les 2 ans. Donc certains parlent de déstabilisation, de corruption de l'arbitre. Mais clairement, il y a une autre branche
des gens qui pensent que c'était une défaillance individuelle de la part de l'arbitre, compte tenu des conditions climatiques, compte tenu de l'état physique de l'arbitre, parce qu'on s'est rendu compte à plusieurs reprises qu'il avait perdu le fil du match, qu'il avait perdu ses moyens. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? On va se mouiller, on va se mouiller. Toi, tu penses que c'est un complot de la FIFA pour discréditer la CAN, pour que la CAN se déroule effectivement tous les 4 ans et la Coupe du Monde tous les 2 ans, ou tu penses que c'est une défaillance personnelle de l'arbitre, en sachant que cet arbitre en question, comme tu me l'as si bien rappelé, a été suspendu en 2018 pour des faits de corruption. Comment un arbitre avec un tel pédigré peut arbitrer un match de la Coupe d'Afrique aussi important entre clairement les 2 favoris du groupe? Toi, quel est ton sentiment par rapport à tout ça? Je sais que ça fait jaser, ça fait la une de la presse, ça fait la une de tous les médias, mais quel est ton sentiment toi par rapport à tout ça? Bah écoute, le comité arbitral déjà avait, avant le début de la CAN, avait donc stipulé que tous les arbitres avaient été choisis par rapport à leur capacité et à leur qualité. Donc c'était les meilleurs arbitres africains qui avaient été choisis. Donc quand on voit, quand on entend ça, déjà on a beaucoup de questions qui nous taraudent dans l'esprit. C'est que donc il fait partir des meilleurs arbitres. Une fois qu'on essaye de se pencher un petit peu dessus, déjà si nous qui sommes des personnes lambda, on réussit à trouver des infos comme quoi le mec a été suspendu en 2018 pour des faits de corruption, si nous on arrive à trouver ces infos-là, alors pourquoi au-dessus ils ne l'ont pas vu? Donc c'est soit ils l'ont vu mais ils l'ont caché, ils n'ont pas voulu rentrer dans les détails, mais ça remet en doute le match en entier, parce que là la victoire du Mali elle n'est pas volée. Donc maintenant ça remet en doute le pénalty sifflé, le carton rouge contre le joueur, l'attaquant malien. Donc tout ça sur le match en soi, on commence à se poser des questions que mais est-ce que ça c'est quelque chose qui va pas entacher cette rencontre-là qui s'est jouée sainement? Parce que les joueurs ont tous joué. Mais il faut le signaler, hormis l'arbitre, le match se déroulait de la meilleure des manières. Et on n'a pas senti chez lui un avantage à une équipe plus qu'à une autre. On a l'impression que c'est une façon de s'aborder le match tout entier. Donc ça aurait pu être en la défaveur du Mali, mais ça a été à la défaveur de la Tunisie. Donc on a même l'impression que ce n'est pas une question de Tunisie, c'est pas la Tunisie qui était visée, c'était le match en lui-même qui était sabordé du début à la fin. C'était le match en lui-même. On veut nous expliquer qu'il n'y a pas d'arbitres internationaux en Afrique pour faire venir ce monsieur qui a déjà été condamné, suspendu, etc., etc. Bon, c'est des questions, vous savez, ça c'est des commentaires, on peut en parler pendant des heures et des heures et des heures. C'est des sujets polémiques, on est passionné de football, on est passionné de ballon, et c'est des sujets sur lesquels on pourrait rester des heures et des heures et des heures. L'émission arrive à son terme, on est obligé de vous dire, de vous abonner, de commenter, de partager, d'activer la cloche de notification parce qu'il y aura beaucoup de vidéos sur cette Coupe d'Afrique dans un premier temps et pour les autres compétitions encore. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et on vous dit ciao la team, à la prochaine.